Ah ben voilà. Par contre, Roméo, il ne veut pas qu'on le voit, hein, putain. C'est sa cam qui marche pas. Après. Il a honte, il a honte. Il est timide. Il est timide, Roméo, mais il faut pas. Vous n'avez que des amis ici. Il est nul C'est quoi le fond de Roméo? Non, lui. Je crois qu'il est Ah, il m'a mis. Ah, c'est gentil. C'est gentil, en première année, il me déteste. C'est le premier. Ouais, puis en fait, ma façon de faire la physique en première année, c'est pas Ouais. en première année, il a mis à prendre une formule, il douille, et il me sort un chiffre, 36. Oui, pourquoi? Je sais pas, mais ils sont ça. Ah oui, ouais. Alors, parce que moi, je leur dis, on peut faire la physique avec les mains, mais il faut que ça ait un sens. Ouais. C'est peut-être pas habitué. Non, en plus, ils me disent qu'au lycée, on leur apprend comme ça. Comme des formules. Oui, première année, c'est vraiment après le bac. Ouais. Ah oui, C'est vrai que les lycées, les formules, utilisables quasiment au Portugal. Et après, Ouais. les applications numériques et Voilà. rien de. Est-ce que vous arriveriez par hasard à brancher sur ce Ah, définir par pas lire? du coup, l'idée. Vous le rapprochez peut-être un peu. Mais non, On peut le brancher là. Non, mais tu bête. Allez-y, branchez-le. Vous pouvez le rapprocher. Tac. Je pense que là, non, c'est pas bon. Hop, voilà, là, je pense. C'est bon, ok, il a l'air d'accord. Donc, ouais, Ok. c'est bon. attendez, Vas-y. Ouais, non, je sais pas, on a tout l'extérieur qui vient sur l'intérieur, on a des plats. Non, c'est clair, c'est des coordinateurs quantiques. Mais tiens-toi, c'est la moitié du monde. Ouais. Tu sais, pour un programme, pour de gauche, ça revient aux étrangers quand même. Ouais. Il est intéressant, c'est 16 000 euros. Ouais. Et on achète même pas une Pas je l'idée de ce soir. donc, ce qu'il faudrait, c'est que les gens qui connaissent des profs étrangers leur disent. Mon plan, c'est l'Amérique du Sud. Ils ont des super bons étudiants et les gars, ils ont fait. Il faudrait qu'ils connaissent un prof. Moi, je ne sais pas connaître un bon pays. Moi, j'en ai des. Parce que tu vois, sur le dossier, moi, je ne sais pas dire, souvent, c'est fini avec tout ce qui tu vois. Et si tu as les contacts, voilà. Tu dis à un mec qui voudrait faire un M2 en France qui est bon. D'accord. Ah, donc, je peux envoyer un mail et tu as les. Je ne sais pas encore fait, c'est pour la refaire prochaine. Donc, tu me diras. Alors. Et le mec qui est bon, pas de problème. On lui donne 5 mots. Ils sont arrivés à 2. Et on va organiser, je pense, des 15 cours de français sur juillet, août, peut-être juin. Et après, tu peux donner des cours français aussi. Voilà. Ouais, mais quand même, ça va. Et voilà. Portugal, c'est pas bon. Vas-y, Et on va organiser une tas de trucs dans ce lieu-là, tu sais, la question thématique. C'est un peu différent. Non, moi, si tu connais des gens, ça m'intéresse. Bah ouais, bien sûr. On y va? on attend personne d'autre. C'est bon, je peux y aller? Ouais, vous le faire. Non, non, mais. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Vintal pour une présentation, une introduction au ordinateur quantique. Donc, après avoir fait une thèse à Paris-Saclay, Xavier s'est intéressé à des problèmes théoriques autour de l'électronique de spin notamment et des problèmes quantiques à N-core. Et depuis quelques années, il porte son intérêt sur l'ordinateur quantique. Il est actuellement directeur de recherche au CEA à côté. Donc, je laisse la parole. Merci. Thank you, Charlotte, for this very nice introduction. Bon, et ben voilà, vous avez le menu qui est sur l'écran. On n'est pas très nombreux, donc vous n'hésitez pas, vous m'arrêtez à chaque moment. L'idée, c'est de faire une présentation de ce que c'est qu'un ordinateur quantique. Je vais préciser un peu plus ce que je veux dire par là. Et alors, moi, je suis très, très critique de ce champ. Je pense qu'il y a des choses magnifiques qui s'y font, mais globalement, ça va quand même droit dans le mur. Donc, ça va se sentir un peu au fur et à mesure de la présentation. Mais
c'est quand même structuré un peu comme un cours. Je vais essayer de vous introduire le concept au fur et à mesure. Au début, je vais aller relativement lentement. Vous êtes censé pouvoir vraiment suivre presque au niveau du calcul. Et après, je partirai un peu plus en mode séminaire pour vous donner une vision un peu plus large de ce que les gens pensent faire avec les différentes voies et quelles sont les difficultés à chaque moment. OK? Et ben, ça y est, c'est parti. Alors, donc il y a deux champs en fait dans l'ordinateur quantique. Il y a le champ expérimental, des expérimentateurs qui vont faire des expériences quantiques. Et il y a le champ des mathématiciens qui, eux, ont imaginé qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un ordinateur quantique, comment on pourrait le faire fonctionner, comment est-ce qu'on pourrait changer la face du monde avec. Et le séminaire d'aujourd'hui, c'est vraiment la seconde partie. C'est-à-dire qu'on va vraiment imaginer, je ne vais pratiquement pas vous parler de physique, ça vous allez en faire toute l'année. Je vais vous dire quelques mots juste dans ce slide. C'est peut-être un ou deux slides derrière, mais on va vraiment aller très vite là-dessus. Et assez rapidement, on va se mettre dans la peau des mathématiciens et on va regarder qu'est-ce qu'ils ont imaginé comme formalisme mathématique pour pouvoir utiliser ces ordinateurs quantiques. Et vous allez voir que c'est là où se trouve le souci. Hein. Le souci, il est quasiment sociologique. Les deux côtés font des choses très, très belles. Par contre, la probabilité qu'ils se rencontrent un jour, elle est vraiment très, très belle. C'est vraiment ce fossé entre une vision mathématique très épurée, très belle, mais en fait très fausse aussi de ce que c'est une réalité expérimentale. Et de l'autre côté, la difficulté de monter en complexité au niveau des expériences. Alors, si vous écoutez un peu les infos, parce que maintenant c'est pratiquement partout, les ordinateurs quantiques, on peut en faire avec n'importe quoi, et c'est pas très étonnant parce que finalement la mécanique quantique c'est un peu la théorie de tout quoi. Et donc vous avez absolument tous les champs de la physique qui proposent l'ordinateur quantique, et ils sont tous en concurrence. Et alors c'est pas clair, alors, en général ils ont leurs avantages et des défauts, c'est-à-dire ils sont super bons, par exemple ils ont des très grands temps de cohérence, bah oui, parce qu'ils sont quasiment pas couplés au reste du monde, on n'arrive pas à les manipuler, ou alors on arrive à les manipuler super vite, mais alors par contre ça se décohère aussi super vite. Donc il y a un peu, bon voilà, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans savoir qui va gagner cette course. Je vais juste vous faire très vite. Alors, ceux-là, c'est ceux qui sont en avance, c'est les qubits supraconducteurs, les transmons, c'est ce que fait Google, ce que fait IBM. On va dire que c'est par là que tout a commencé, hein, au niveau expérimental. C'est vraiment là où les gens arrivent à maintenir une dizaine de bits quantiques dans un tas cohérent, faire des choses avec. C'est là où ça marche le mieux. Donc, ça veut dire concrètement, c'est des circuits imprimés que vous faites dans une salle blanche à base d'aluminium et d'oxyde d'aluminium. Voilà. Avec ces deux matériaux, vous faites tout. Pas besoin de plus que ça. Il y a la version, donc ça c'est la version électronique. En version électronique aussi, il y a des gens qui essaient de faire ça avec du silicium, parce qu'après tout, les semi-conducteurs, ça va marcher pour les téléphones portables. Pourquoi on n'essaierait pas pour l'ordinateur quantique? Donc il y a quelques groupes qui essayent, notamment à Grenoble, ils essayent assez fort depuis un moment. Soit du silicium vraiment type CMOS, c'est vraiment ceux que vous avez dans votre téléphone. Soit des choses qui sont plus des détours de structure avec du silicium germanium. Alors celui-là, c'est un truc récent. Bon, eux, ils sont quand même vachement plus loin. Hein. Ils galèrent à 2 pour l'instant, et quelques expériences à 4, mais ils ne sont pas du tout en train de faire 20 ou 50. Et passer de 2 à 4, c'est vachement dur. Et de 4 à 8, c'est encore plus dur. À chaque fois, on voit que les efforts nécessaires à déployer pour gagner un facteur 2 sont très importants. Là, vous avez en physique atomique, ça c'est des ions piégés, donc vous les voyez, les ions. Donc, on change complètement de registre, hein, c'est la physique atomique, avec, voilà, c'est des ions. On peut faire ça aussi avec des atomes. Là, c'est des atomes de Rydberg, ils ont fait une tour Eiffel avec, coincés dans des faisceaux laser pour arriver à les positionner un par un. L'atome de Rydberg, ça veut dire que c'est un atome qu'on a excité avec des micro-ondes et qui est vraiment très près de la ionisation. Hein. Vous savez, le spectre de l'atome de Rydberg, c'est -1 sur n carré fois le Rydberg. Et là, ils sont à des n de je sais pas, 50 ou 100, donc on est vraiment très très près de la ionisation. Et donc, on est dans des fréquences d'excitation qui sont de l'ordre de gigahertz. Ça tombe bien, c'est ce qu'on manipule le mieux, les gigahertz. Donc, eux, ils ont des très très bons qubits, c'est les meilleurs pratiques. Par contre, ils ont un peu du mal à dépasser 10-15 parce que c'est en ligne et ça devient instable au bout d'un moment. On ne voit pas trop comment on pourrait passer à l'échelle. Là, les CMOS, ils vous vendent que, OK, pour l'instant, ils sont à 2, mais qu'ils pourront passer à 1 million dès qu'ils veulent. Là, c'est des impuretés dans le diamant, les centres NV. Très, très, très bons qubits aussi. Là, ils ont des temps de cohérence de secondes, minutes. Par contre, évidemment, c'est quasiment impossible de les faire tourner vite parce qu'ils sont connectés à rien. C'est pour ça qu'ils ont des temps de cohérence faibles.
Ça, c'est les gens de la photonique. Ça, c'est peut-être le plus délirant de toutes les dispositions. Dans les photons, ça a des temps de cohérence infinis quasiment. Par contre, pour intriquer de photons, c'est compliqué parce qu'ils s'intéressent pas entre eux. Donc, il y a tout un tas d'astuces, mais ça, c'est vraiment. C'est-à-dire, c'est marrant, c'est eux qui ont récupéré le plus d'argent. Il y a une boîte aux États-Unis qui a récupéré 600 millions. Pour un projet, on ne voit pas vraiment. C'est HPC Quantum. Ils ont levé 600 millions de vrai capital risque. Et c'est vrai, parce que Google, on peut se dire, bon, ils ont plein d'argent de poche. Et là, ils ont récupéré du vrai argent et on ne voit vraiment pas comment ils vont arriver à faire le début du quart, de la moitié de ce qu'ils ont commencé à dire. Voilà. Alors, encore un peu de blabla avant de commencer vraiment. Ça, c'est un truc que je trouvais sur Internet, la stratégie nationale sur la technologie quantique. Vous voyez, raccourcissement des temps de calcul d'un facteur de 1 milliard. Donc, quand même, ça fait beaucoup de 6 lettres. Hein, c'est ce qu'apporteront les ordinateurs quantiques. Donc là, c'est au futur. D'ici 5 à 10 ans, donc quand même, c'est pour tout de suite, constitue, là, c'est au présent, une rupture technologique majeure. Donc, allons-y. Alors, si vous prenez la page sommaire de ce magnifique prospectus gouvernemental, en fait, c'est intéressant parce que dans le sommaire, vous avez toutes les applications, tout ce que va changer l'ordinateur quantique. Et quand on regarde ces applications, en fait, elles sont déjà. Je vais pratiquement toutes les parties les passer en revue, en fait, sans faire vraiment exprès. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Mieux se soigner, mieux se nourrir, mieux combattre le changement climatique. Ah oui, ça vaut le coup quand même. Hein. Et en fait, quand vous regardez tout ça, il y a deux trucs qui correspondent à faire des détecteurs. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec l'ordinateur quantique. C'est des choses qu'on fait déjà. Effectivement, la mécanique quantique permet de faire des détecteurs très, très sensibles, des gravitationnels, plein de choses. Ça, c'est des choses qui sont déjà là et qui ne demandent pas d'application à très grande distance. Donc, les senseurs, c'est des choses qui se développent déjà et il n'y a vraiment aucune raison que ça ne se développe pas. Il y a mieux se déplacer, ça c'est génial. Mieux se déplacer, c'est en fait des problèmes d'optimisation combinatoire, type voyageurs de commerce, je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu ce genre de problème-là. Et donc là, l'idée, c'est qu'en temps réel, vous êtes dans votre voiture envoie à l'ordinateur quantique sa position et là où vous voulez aller, et il vous renvoie la trajectoire optimale pour que ça aille au mieux, étant donné que pour les autres, par exemple, ils vont faire un détour de 30 km parce qu'il y a d'autres gens qui veulent passer par votre chemin court par lequel vous voulez passer. Et donc, l'acceptation sociale de ce truc-là. Ah ouais, donc c'est des problèmes d'optimisation combinatoire, on va en parler un tout petit peu à la fin. Et tous les autres, c'est essentiellement résoudre le problème à n-corps. Ça, c'est intéressant parce que moi, c'est mon métier de résoudre le problème à n-corps, par des méthodes classiques, par contre. Alors le problème, je vais vous le définir un instant ce que c'est, et c'est pas très étonnant finalement qu'on arrive à ça, parce que l'ordinateur quantique est un problème à n-corps. En fait, c'est un problème à n-corps très très contrôlé, ce qu'on essaie d'avoir mais c'est vraiment rien d'autre qu'un problème à n-corps, donc ça peut servir à résoudre un problème à n-corps, bah, c'est pas super étonnant. Le truc qu'il faut retenir finalement, quand on regarde ça, c'est qu'on voit la prédominance. Alors, problème à n-corps, ça va être des problèmes de chimie quantique, calculer une barrière énergétique pour une réaction chimique, trouver un catalyseur, calculer des énergies pour des systèmes avec beaucoup d'électrons, intriqués, compliqués, et où on a du mal à faire des calculs classiques. C'est ça le problème à n-corps. Et effectivement, il y a des choses à faire, hein, notamment, si je ne sais pas, vous avez entendu, là, avec la crise de l'énergie, les usines qui fabriquent les fertilisants, il y en a plein qui sont à l'arrêt parce qu'elles consomment une énergie démentielle, en fait, c'est ça. Et donc, c'est un procédé qui s'appelle c'est le craquage de l'azote de l'air, on prend de l'azote, on le craque avec l'électricité, on obtient NO2, et après, on fait encore une réaction avec du méthane, et on obtient du NH4 et NH3, et là, on peut picoler sur les champs, ça va monter les rendements. Ça, c'est un truc qui demande une énergie considérable électrique. Je crois que c'est un pourcentage de la consommation électrique mondiale. 3%, 2%, je ne me souviens plus du chiffre, mais c'est-à-dire que c'est quand même un truc très, très significatif. Et au cœur de ce machin, il y a une catalyse par une molécule bizarre avec un molybdène au milieu, et personne ne comprend comment ça marche. Donc, évidemment, les gens ont sauté dessus pour dire l'ordinateur quantique va nous résoudre le problème du catalyseur, du craquage de l'azote. Et puis, bon, c'est tous les autres, c'est un peu pareil. Hein, se soigner, c'est faire des médicaments, donc faire de la chimie aussi. Donc, voilà à quoi ça va servir. Problème n-corps, là, je vous ai écrit la version la plus horrible et la plus simple qu'on puisse en écrire. C'est vous voulez résoudre l'équation de Schrödinger. Donc, pi h bar d sur dt de psi égale h psi. Simplement, plutôt qu'écrire l'équation de Schrödinger à un corps, comme vous avez l'habitude de l'avoir, là, vous avez la fonction d'onde, elle dépend de la position du premier électron, du second électron, du 10 millième électron, du 10 milliardième électron, etc. Donc, vous avez une somme d'un nombre
macroscopique du Laplacien, et puis vous avez l'interaction entre ces électrons, entre l'électron I et l'électron J. C'est encore une sorte de n carré. Alors, ça c'est le problème N-core dans sa version la plus. On l'étudie très très rarement sous cette forme-là parce que ça c'est vraiment intractable. On a des tas d'outils théoriques pour attaquer ce truc-là. Et voilà, c'est ce problème-là, effectivement, on sent bien que mettre ça dans un ordinateur classique, discrétiser une équation dérivée partielle à 10 puissance 30 variables, ça ne va pas bien se passer. Peut-être qu'on peut essayer d'avoir une chance avec l'ordinateur quantique. Je suis hyper lent. On va se retrouver. On a jusqu'à quelle heure? 1 heure. 1 heure, ouais. D'accord. Bon, voilà, c'était le blabla préliminaire. On va attaquer maintenant le... Ah non, pas encore. D'abord, j'ai un truc, encore un peu de blabla, mais un peu plus scientifique ce coup-ci. Ce que j'appelle la question centrale de l'ordinateur quantique. Alors, donc, le truc qu'il faut bien avoir en tête, hein, donc donc, l'ordinateur quantique, vous avez des... vous savez vaguement ce que c'est quand même un bit quantique, une superposition de 0 et 1, comme ça vous avez tout ce qui est de la mécanique quantique, donc c'est un système à 2 états. Un ordinateur quantique, c'est on ne va pas en avoir juste un, on va avoir un paquet. Et donc, l'état interne d'un ordinateur quantique, ça va être une fonction d'onde qui a cette tête-là. Ici, I1, c'est l'état du premier bit quantique, qui vaut 0, 1. I2, c'est l'état du deuxième bit quantique, etc. Vous avez N. Et donc, superposition de tous les états possibles, avec à chaque fois une amplitude, psi, qui dépend de I1 et I2. Ça, c'est l'état le plus général qu'on peut écrire pour un système à N qubits. Et ce psi-là, c'est un nombre complexe qui dépend de ces N variables. Et donc, la première remarque qu'on peut faire, c'est que donc le but du jeu, ça va être de trouver des algorithmes pour préparer un état ici, qui va nous permettre de faire quelque chose d'intéressant, de faire un calcul. Et donc, la première remarque que je vais faire, c'est que l'état interne de la machine n'est pas digital. Hein. Ce n'est pas un truc comme un ordinateur classique où l'état, c'est des 0 et des 1. Là, l'état, ce n'est pas les 0 et 1, ça c'est juste la base. L'état, c'est les psi. Donc, c'est un énorme vecteur de nombres complexes. Un nombre exponentiel de nombres complexes. Donc, quelque chose de continu. Hein, les nombres complexes, ça varie continuellement. Et si ça varie continuellement, eh bien, par construction, on est dans une machine analogique. Hein. Donc, ici, j'ai fait un truc. Voilà, on va faire un programme, essentiellement, on va faire des petites rotations, 30 degrés vers la droite pour le qubit 1, 40 degrés vers la gauche pour le qubit 2, et par opposition à basculer entre deux états seulement. Et donc, dès qu'on a une rotation comme ça, il y a toujours une problématique de précision. C'est 30 degrés, plus ou moins 0,1 degré, plus ou moins 0,01 degré, je ne sais pas la précision à laquelle je vais arriver à faire ma rotation. Et donc, on perd un tout petit peu de précision à chaque fois qu'on fait quelque chose, et ces pertes de précision s'accumulent, et au bout d'un moment, on ne sait plus où on fait notre temps. Et ça, c'est générique, toute machine analogique, c'est pour ça qu'on les a abandonnées. Mais si vous regardez un peu, tapez une machine analogique sur Google, vous allez voir tout un historique de trucs. Les gens, ils ont essayé, ils ont une imagination incroyable, de choses qui ont été essayées pour faire des calculs avec des machines analogiques. Et ça ne marche pas bien. C'est-à-dire que ça marche pour des choses simples, mais on n'arrive pas à faire des choses complexes. Il y a beaucoup d'étapes qui sont les unes après les autres, parce que, à cause de ce problème-là, de perte de précision au bout d'un moment. Et donc, ça s'appelle ça la loi fondamentale des machines analogiques, c'est que la fidélité du calcul, alors ici, la fidélité, je vais la définir précisément, c'est le recouvrement entre la fonction que j'ai obtenue et celle que j'aurais dû avoir si j'avais fait tout parfaitement. D'accord? Donc, c'est une probabilité, hein, c'est un produit scalaire. Cette fidélité, donc elle part de 1 au début, si on part bien dans le état, puis au fur et à mesure que je vais faire des opérations sur mon ordinateur quantique, elle va se péter la gueule exponentiellement, donc avec une fidélité par grille. Alors, je vais définir un peu ce que c'est qu'une grille juste après. C'est une opération, disons. Et donc, on a une loi multiplicative, donc ça veut dire que cette fidélité décroît exponentiellement. Ça, c'est vrai pour toute machine analogique. C'est vrai en particulier pour l'ordinateur quantique. Et c'est même presque pire que dans une machine classique, j'allais dire, habituelle. Parce que, d'une part, même quand on ne fait rien, la fidélité décroît. Ça, c'est ce qu'on appelle la décohérence. C'est que mon ordinateur quantique va s'intriquer avec le reste du monde. Et cette intrication, elle va faire décroître la fidélité. Et aussi, on peut regarder le résultat qu'à la fin. Hein, vous savez qu'en mécanique quantique, quand on mesure, on projette. Et quand on projette, l'état initial, il est perdu. Donc,
On ne peut pas, si j'avais, par exemple, avec mon bouton, là, je pourrais éventuellement mettre une loupe et puis vérifier, etc., ou mesurer quelque chose, et puis si c'est un peu trop à gauche, tac, 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 tac. Non, là, on ne peut rien mesurer. On est tout en aveugle, et à la fin du calcul, ben, on croise les doigts et on espère qu'on va trouver le bon. Voilà, donc ça, c'est la loi, bon, c'est assez général. On va tourner autour de ce truc hein, assez régulièrement pendant le séminaire. Vous avez peut-être entendu parler, ça fait la une de tous les journaux il y a 2 ans maintenant, peut-être presque 3, la suprématie quantique de Google. Alors, je reparlerai peut-être à la fin, si je ne suis pas trop lent, de ce que c'est que la suprématie. Je n'en pense pas beaucoup bien. Par contre, il y avait quelque chose de très, très intéressant dans cette expérience, c'est qu'essentiellement, ils ont fait la première mesure expérimentale où ils ont confirmé cette loi, cette décroissance exponentielle. Donc, les gens l'avaient mesuré très bien pour un bit quantique, pour 2 bits quantiques, c'est même des manips quasiment de calibration. Aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un fait un bit quantique, il doit montrer qu'est-ce qui se passe en fonction des nombres d'opérations, tac, tac, on mesure la décroissance exponentielle, et si on a mieux que les autres, on fait Tintin, regardez comme je suis plus fort, et ça, c'est un truc habituel. Mais eux, c'est les premiers à avoir pris un ensemble de 50 qubits, 53, facile, et avoir démontré que finalement, il n'y avait pas de surprise pour l'instant dans la mécanique quantique, elle se comportait bien comme on l'imagine. D'ailleurs, on a fait cette belle décroissance, là, vous la voyez, en fonction, là, c'est en log versus linéaire, avec une droite, ça veut dire exponentielle, et belle décroissance avec le nombre de qubits et avec le nombre d'opérations. Ici, c'est la profondeur du système, qu'on appelle le nombre de cycles. Je reviendrai peut-être si j'ai le temps, mais je vois que je suis hyper lent sur cette expérience à la fin de l'exposé. Et donc, on en arrive à la question fondamentale, c'est d'un côté, la précision décroît, de l'autre, vous allez comprendre bientôt que ce qui fait qu'on a une chance de faire quelque chose de très rapide avec l'ordinateur quantique, c'est cette taille de l'espace de Hilbert, qui est exponentielle, qui est 2 puissance n. Mais au début, on part avec un quête avec tous les bits à 0, donc on n'y est pas. Donc, il faut faire des opérations pour aller explorer un espace de plus en plus grand et atteindre cette limite un peu exponentielle. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui va gagner? En fait, est-ce qu'on va d'abord est-ce qu'on va arriver à avoir un état suffisamment intriqué, suffisamment intéressant, avant d'avoir tout perdu hein? C'est vraiment ça la question. Moi, je n'ai pas compris le lien entre vraiment la décohérence et la fidélité. Alors, la fidélité, donc c'est vraiment un objet mathématique très clair, c'est la projection entre l'état que j'ai obtenu dans l'état dans la machine, avec, alors là je l'ai fait avec des états purs, on pourrait faire la version matrice densité si on voulait être plus général, et c'est la même chose, donc c'est une projection entre ça et l'état que j'aurais voulu avoir, parce que on va définir un circuit quantique, ce que c'est qu'un circuit quantique, voilà, on va faire telle opération, et avec des théorèmes qui disent que si on fait telle opération, on va réussir un programme qui va nous donner tel résultat. Et donc, voilà, la probabilité d'obtenir le résultat qu'on voulait, d'obtenir l'état qu'on voulait, c'est la fidélité. Après, il y a différents, donc cette fidélité, il y a différents phénomènes physiques qui vont faire qu'elle va se dégrader, qu'elle ne va pas être égale à 1. Donc après, on peut discuter un peu sur les noms, parce que la terminologie n'est pas forcément super établie, mais ce qu'on appelle la décohérence en général, c'est le fait que si vous faites un état et vous attendez, vous faites rien, cet état va perdre les phases vont se mettre à tourner, spontanément, ça se passe pas très bien. Et la façon moderne de comprendre ça, c'est de dire que l'ordinateur quantique s'intrique avec les degrés de liberté de l'environnement. C'est le même phénomène, intrication et décohérence. Simplement, quand on s'intrique avec des choses qu'on a choisi de s'intriquer parce qu'on a fait la grille, l'opération que ça s'intrique, etc., on appelle ça intrication. Quand ça s'intrique avec des trucs qu'on comprend, qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas les éléments de couplage entre les deux, parce que voilà, c'est des phonons, des magnons, des modes électromagnétiques. Le nombre de trucs présents autour du bit quantique qui vous demande qu'à s'intriquer avec votre qubit, c'est assez important. Et donc, chaque physicien qui a son domaine de physique, lui, connaît très bien les mécanismes des cohérences principaux. Et donc, ça va dépendre, par contre, ça va être très, très dépendant du système d'origine. Donc, la décohérence, c'est une des choses qui va faire descendre la fidélité. Un autre truc tout bête, c'est par exemple, pour faire une grille qui fait une rotation de 180 degrés, il faut que je fasse un pulse qui fasse exactement la bonne durée. Si je le fais un peu trop long, paf, j'overshoot. Bon, ça, c'est la précision de l'ingénierie de pulse. Et ça, on n'appelle pas ça de la décohérence, on appelle ça de la précision. C'est pour ça qu'on peut avoir le premier F
un petit f qui vaut 1, mais les suivants ne sont pas forcément égaux à 1. Oui, en fait, là, j'ai un peu simplifié, ça peut être et puis même ces f vont dépendre du type de grille qu'on applique. Et puis il y a un f quand on fait rien aussi, qui est la déclarance brute. Donc là, j'ai fait une version un peu. Et ça, c'est expérimental. Il y a elle, ça c'est un peu c'est expérimental. C'est les deux, hein. C'est théoriquement, avec des hypothèses très faibles, tu peux démontrer que tu vas avoir ça. Tu as du mal à imaginer que tu puisses avoir quelque chose. Et expérimentalement, c'est ce qui a été vu très bien dans cette manip-là et dans toutes les manips à 1 et 2 qubits, dans tous les avec des photons, des électrons, des transmons, ce que tu veux. Ouais. Quand on applique une porte, on applique un qubit ou à l'état en entier, en fait. Parce que, Ah, les- alors, je vais après préciser. Ah, ok. Mais la réponse est, les gens disent, on applique une porte sur le qubit 3, par exemple, ou alors il faut aussi avoir des portes à 2 qubits, parce que sinon, il y a entre le qubit 3 et le qubit 4, par exemple. D'accord. Mais par contre, ça agit sur la fonction d'onde du tout. Oui. Ça agit sur la fonction d'onde du tout. Ok, d'accord. Alors, là, je n'ai pas donné de... Si ce n'est pas clair à la fin de l'exposé, je crois que j'ai quelques slides quelque part qui expliquent un peu ça. Là, je ne suis pas allé très loin dans comment on fait vraiment des calculs. Après. Donc, on verra ça plus tard. Voilà, donc, alors, encore un tout petit peu de vocabulaire. Donc, du coup, on a cette espèce de compétition là, entre les deux. Ces deux exponentielles. Et alors, selon là où on veut aller, il va y avoir un peu 3 routes. Donc, ces 3 routes que vous allez entendre, pareil, dans les applications, etc., qui sont très, très différentes, en fait, en termes de ce qu'on demande au hardware. Il y a ce qu'on appelle les simulations quantiques. Une simulation quantique, c'est en fait, c'est faire de la physique, c'est-à-dire on a un système qu'on contrôle très bien, un système de bits quantique, on contrôle très bien l'hamiltonien, et puis on mesure des choses, et on espère que ça va nous apprendre des choses sur cet hamiltonien, sur le comportement de ce système physique, éventuellement sur d'autres systèmes qui sont peut-être plus durs à observer, et dont on pense qu'ils seront décrits par le même hamiltonien. Par exemple, un exemple typique, ça va être le modèle du Bard. Le modèle du Bard, c'est des électrons qui sont dans des cases. Ils ont une certaine amplitude de probabilité de sauter sur la case d'à côté, et ils n'aiment pas être à 2 sur la même case, parce que ça coûte une énergie de répulsion électrique, U. On verra un modèle qui est tout simple. Ce modèle-là, on pense qu'il décrit la supraconductivité à haute température critique. Tout ce qui est IBAQO, c'est des matériaux qui ont fasciné les gens depuis 30 ou 40 ans. Ils ne sont pas très loin de la température ambiante. Ils sont presque à température ambiante. Pas à température ambiante, mais il manque 50 degrés pour les plus hauts, 100 degrés peut-être maximum. Et si on arrivait à faire un supra à température ambiante, alors évidemment, ça changerait quand même pas mal de choses. Et voilà, ces matériaux, aujourd'hui, on commence à comprendre comment ils fonctionnent, mais c'est vrai qu'on ne sait pas calculer. On ne sait pas résoudre le modèle du Bard. On bat dessus depuis 30 ans. Il y a des choses qui avancent, mais on ne sait pas faire. Si on est capable de faire ce modèle du Bard avec des atomes froids, par exemple, et de manière contrôlée, peut-être qu'on va commencer à pouvoir mesurer des choses plus fines et comprendre ce qui se passe et pouvoir transférer cette compréhension sur les vrais matériaux. C'est les simulations quantiques. Bon, pour l'instant, on est encore loin d'apprendre vraiment des choses sur les trucs. Par exemple, on fait ça avec des atomes froids. C'est des choses qui se font depuis plutôt bien 20 ans. Ils font de très jolies expériences. Par contre, les températures à laquelle ils sont bien au-delà de celles où on attendrait la supraconductivité. Ça doit être des températures qui se comptent en nanokelvin. Il y a tellement peu d'atomes qu'en fait, les énergies caractéristiques, les énergies de Fermi, par exemple, se comptent en nanokelvin, et in fine, ils sont en fait à assez haute température par rapport aux températures qui nous intéressent. Mais bon, ça progresse, c'est intéressant. Après, il y a vraiment on rentre dans l'ordinateur quantique, donc on n'est plus dans la simulation. Et l'idée, c'est, OK, on a cette décroissance exponentielle, est-ce qu'on peut faire quand même quelque chose avec ce qui est les algorithmes qui vont résister à ce bruit? Donc voilà, ça c'est une question qui s'est posée, les gens proposent des choses. Alors, évidemment, on n'a plus beaucoup de garanties dans ces cas-là, les gens proposent et croisent les doigts. Ça, donc je vais vous parler de 2-3 exemples. Ça s'appelle NISQ dans la littérature, Noisy Intermediate Scale Quantum Computer, NISQ. C'est venu en fait après cela, c'est-à-dire en fait les gens se sont rendus compte que les fault tolerant quantum computers, dont je vais vous parler maintenant,
c'est pas gagné pour tout de suite. Donc, ils se sont dit, est-ce qu'on a une chance de pouvoir faire quelque chose d'utile avec disons, ce qu'on a déjà sur le marché ou ce qu'on aura dans 10-15 ans, quoi. Et alors, faute tolérante au temps computer, c'est le résoluteur quantique parfait. Celui où on oublie ce truc-là. On peut l'oublier, là, tout va bien. Alors, évidemment, c'est celui qui intéresse les matheux, parce que autant dire que mettre des modèles de bruit dans leurs algorithmes, c'est un truc qui ne les intéresse pas du tout. C'est vraiment du tout, du tout. Et alors, il y a une théorie, qui s'appelle la théorie de la correction d'erreur quantique, qui dit en gros, je vais vous en parler un petit peu plus après, mais qui dit en gros, on va plutôt prendre un bit quantique, je vais en prendre, allez, 100 ou 1000. Donc, j'ai un espace de Hilbert très grand. Et je vais choisir parmi donc, si mettons que j'en prends 1000, j'ai un espace de Hilbert qui a 2 puissance 1000 états. Je vais en choisir 2, le plus différent possible parmi ces 2 puissance 1000 états. Je vais l'appeler le 0 logique, l'autre le 1 logique. Donc, ça va être mes 2 états logiques. Et après, j'ai tout un protocole pour essayer de faire en sorte de diminuer la décohérence, de projeter en permanence dans ce sous-espace-là pour ignorer les autres. En gros, essayer de faire des états très très différents les uns des autres pour qu'ils soient protégés des mécanismes les plus usuels de la décohérence. Alors, je ne vais pas vous faire la théorie de quantum error correction d'aujourd'hui parce que c'est un séminaire en soi. Quand je le fais, ça prend 1h30. Mais je vous montrerai quand même un tout petit peu ce que ça veut dire. Notamment, un truc qu'on peut inférer tout de suite, c'est que s'ils sont très très différents, quand on va vouloir les manipuler, ces états logiques quantiques, il va falloir faire pas juste une opération, on va faire plein de trucs, parce que forcément, on s'est arrangé pour qu'ils soient très très loin les uns les autres, donc il va falloir beaucoup travailler. Donc il y a concrètement, ça veut dire que, alors que là, on peut imaginer avec 50 ou 100 qubits faire un truc intéressant, pendant qu'on ne soit pas embêté par cette loi-là. Là, le coût d'entrée, il est plutôt autour du milliard de qubits. Autant dire que ce n'est pas pour tout de suite, et c'est pour ça que les gens ont commencé à se rabattre un peu sur ces risques. Donc, deux classes très très différentes. Et alors souvent, vous entendez dans la radio, vous entendez un mélange de on a très beau un ordinateur quantique, en fait, ça veut dire ça, et puis ça pourrait donner une accélération d'un facteur linéaire, en fait, c'est ça, et on mélange tout. Ouais. J'ai une question, c'est quand on dit on a un état, 2 états très différents. Ouais. Je comprends, j'arrive pas à me visualiser ce que c'est des 2 états très différents. Dans le sens où ils vont être indépendants, peut-être quand on modifie. Très différent, ça veut dire que, en termes techniques, alors il faudrait vraiment que je rentre un peu plus précisément dans ce que c'est, mais Okay. En termes techniques, tu veux qu'il n'y ait pas d'éléments de matrice de ton hamiltonien, donc notamment tous ces phénomènes de décohérence que tu maîtrises pas bien, qui couplent directement ces 2 états. D'accord. Tu veux qu'il y ait un maximum d'intermédiaires pour qu'on ne puisse pas aller directement de l'un à l'autre, et de manière à ce que la décohérence, elle va essayer de prendre un truc, elle va partir là, et là, il y a un moyen qui est vraiment très très intéressant, c'est ça toute la théorie de reprojeter sur l'état initial, avec une très faible probabilité de se retrouver dans l'autre, et donc on reprojette en permanence, on siphonne de l'entropie, en faisant des mesures, on fait des mesures mais partielles, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas, évidemment si on mesure le sous-espace logique, c'est mort, Oui. On essaie de mesurer tout le reste, Okay. pour projeter en permanence et ne permettre que ces 2 trucs-là, et ça permet de ralentir la décohérence. Okay. C'est ça l'idée, en gros. En fait, on mesure zut, comment j'ai le mot, j'ai plus le mot en français. Bon, par exemple, un exemple très simple, Pour c'est nettoyer en fait les. à 3 qubits, par exemple. Alors, ça, c'est pas l'exemple complet, mais il donne déjà une bonne idée. Donc, les 3 qubits, donc je vais avoir, si j'ai 3 qubits, je vais avoir 8 états possibles, d'accord, de puissance 3. Et je dis, ça c'est mon 0 logique, et ça c'est mon 1 logique. Donc je cherche à créer un état, on va dire, ça c'est juste pour 1 qubit en fait, 1 qubit logique. Je cherche à créer un état de ce type-là. Et je vais faire une mesure très très souvent, une mesure de parité, c'est-à-dire que je vais mesurer à chaque instant, enfin, le plus souvent possible, vérifier est-ce que les 2 premiers bits sont dans le même état. Okay. Ça ne modifie pas ce qui se passe dans ce sous-espace-là. Ça ne modifie pas, parce qu'on s'en fout. C'est un opérateur qui commute avec ce sous-espace. Par contre, il va permettre dès qu'on a, par exemple, si je suis dans cet état-là, et puis que, je sais pas, il y a, à un moment donné, il y a celui-là qui est flippé, pour une raison X ou Y, il a avalé un photon, et puis ça a switché le truc.
On est dans celle-là, je mesure la parité, là il y a un problème. On mesure la parité du second, là il y a aussi un problème. Donc probablement c'est le premier qui a déconné. Tac, je le reflippe. Et je reviens ici. Voilà, ça c'est typiquement l'idée de la Voilà, correction. ok, ouais, on corrige en permanence. Donc, alors, corrige Ouais. pas, c'est par contre si je me trompe un tout petit peu sur l'alpha, ça je peux rien faire. Voilà. C'est vraiment sur la masse qu'on agit. Ok. Alors j'avance. Pas du tout d'ailleurs. C'est pas grave, on fera ce qu'on aura fait. Puis, Alors, donc, si vous regardez n'importe quel article sur l'ordinateur quantique, vous allez voir des magnifiques partitions de musique. Donc c'est une ligne par bit quantique. Et chaque boîte ici, alors elles ont des noms, elles s'appellent Adamar, elles s'appellent X, elles s'appellent Control Note, etc. Mais chaque boîte est en fait une matrice unitaire. Alors, donc là, pour répondre à ta question, donc on voit un truc comme ça veut dire on applique U1, puis U2, U3, U4. Donc ça veut dire, en gros, l'état final, c'est ce produit de matrice unitaire fois l'état initial. Et si ce que j'ai pas fait, mais si on réécrit ça par rapport au psi indice I1, etc., IN, on voit que ça correspond ça agit vraiment sur la fonction de complète. Alors évidemment, au début, tant que c'est une fonction de produit, c'est pas très important de savoir ce qui se passe dans les autres parties, mais dès qu'on commence à avoir de l'intrication, il faut prendre la fonction de complète, sinon on fait n'importe quoi. Sinon, ça veut dire qu'il n'y aura pas de. Voilà, donc ça ressemble à ça, c'est un peu une partition de musique. Et alors, ces matrices unitaires, là, ça c'est vraiment typiquement un truc de matheux. En physicien, on parle d'énergie, et la matrice unitaire, c'est l'opérateur d'évolution, donc c'est l'exponentielle de l'intégrale de l'énergie dans le temps, de la Hamiltonienne dans le temps, time ordered, hein, évidemment, que vous avez appris à l'école sur l'opérateur d'évolution. Alors, là où c'est intéressant, c'est que nous, on part toujours d'hamiltonien et on calcule l'opérateur d'évolution. Les matheux, ils partent de l'opérateur d'évolution, ils se le donnent, et vous vous débrouillez pour trouver l'hamiltonien parce que moi, eux, ils se donnent le U, ils savent ce qu'ils veulent, et c'est à nous de nous débrouiller, aux exploitateurs de se débrouiller, pour trouver une séquence de pulses, un hamiltonien qui dépend du temps, qui va donner bien le U correct. Je suppose que le problème inverse a été résolu. D'accord? Et donc, vous allez voir, donc du coup, ça se ramène à de la job linéaire, hein, c'est que c'est vraiment multiplier les matrices unitaires appliquées à un gros vecteur. Puis alors, ça applique à une partie du vecteur seulement à chaque fois, parce que c'est par bloc, hein, c'est des matrices qu'on applique sur un seul qubit. On peut voir ça comme une matrice par bloc. On prend la fonction du poids de quand le qubit vaut 0, la fonction de quand le qubit vaut 1, de gros blocs de 2 puissance n-1. Donc, c'est des matrices, voilà, c'est des produits matrices vecteurs avec une structure par bloc qui est la structure intéressante. Ça, du point de vue de mathématiques, c'est vraiment ça qui les intéresse. Alors, donc, il n'y a pas d'hamiltonien, hein, donc il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de fermion, pas de boson, c'est vraiment de la linéaire. Alors, typiquement, donc c'est U, là, c'est le truc qui nous intéresse. Il va y avoir les matrices de Pauli, donc le X, par exemple, sigma X, il flippe un état, il passe le qubit passe de 0 à 1 ou de 1 à 0. Le Z, il prend une phase -1 si on est dans l'état 1, c'est sigma Z. Celle-là, elle est très utile, ça s'appelle la Hadamard. Si on est en 0, on va en 0 plus 1, et si on est en 1, on va en 0 moins 1. On a 1 sur racine de 2 près. Voilà, celle-là, il fait une rotation de pi sur 8 autour de sigma Z, ça s'appelle la T. Et bon, ça, c'est des opérations dans des grilles à 1 qubit. Et il en faut au moins une qui est un triple de qubit, parce que s'il n'y a pas d'interaction entre les qubits, on restera ad vitam aeternam dans l'état produit. En général, on prend le control note. Donc, celle-là, elle a 2 qubits. Donc, si le premier qubit est dans l'état 0, elle ne fait rien. Et si le premier qubit est dans l'état 1, elle applique le sigma X sur le deuxième qubit. Donc, elle le passe de 0 à 1. Donc, voilà. Et puis après, c'est tout, hein, ce qu'on a besoin pour faire un ordinateur quantique. Et après, on a la mesure, c'est-à-dire qu'à la fin, on va mesurer un qubit, c'est-à-dire qu'on va le projeter sur 0 ou sur 1 avec la probabilité qui correspond à la moyenne du projecteur, comme vous avez appris aussi à l'école. Voilà, vous avez tous les maths pour commencer à écrire des algorithmes quantiques. Alors, ça, c'est un petit exemple, par exemple. Donc, ça, c'est la control note. Là, on avait 2 quantiques. Pardon? Tu m'avais pas dit qu'il n'y en avait que 2 quantiques?
marché. Alors, ouais, non, c'est vrai qu'en fait, il y en a plein, mais à la fin, il se ramène à pas grand, à une poignée, ouais. Vraiment une C'est poignée. moi qui m'avais dit ça. mais- Ouais, mais en fait, c'est presque vrai. C'est presque vrai. Ouais. Quand on dit une matrice unitaire, c'est une matrice de dans le déterminant vaut 1, c'est ça? Une matrice unitaire, est-ce que. Non, C'est l'inverse qui veut la transposer. voilà, c'est-à-dire que Ah, non. U dagger vaut 1. Donc, c'est une matrice dont toutes les colonnes sont faites de vecteurs qui sont normés et orthogonaux entre eux. Ok. C'est une rotation, quoi. C'est la généralisation d'une rotation dans l'espace de Hilbert, donc un espace de fonctions sont complexes. Toutes les matrices unitaires ont un déterminant qui vaut 1, mais par contre, non, c'est pas l'inverse, c'est pas vrai. Hein. C'est que tu peux très facilement fabriquer des matrices de déterminant 1 qui ne sont pas uniques. Ok, d'accord. Donc, tu prends une diagonale. Donc, les valeurs propres des matrices unitaires sont toutes des phases, exponentielle I quelque chose. Oui. Alors que si tu prends par exemple, la matrice diagonale qui a 5 et 1 sur 5, son déterminant en diagonale, c'est un déterminant vaut 1, mais c'est pas une matrice unitaire. Ok, d'accord. Donc, par exemple, là, si vous prenez cet exemple-là, ça, c'est un petit exemple où on peut faire le calcul à la main. Donc, contre note, donc, vous partez d'un état produit, A0 plus B1 pour le premier qubit et C0 plus D1 sur le deuxième. Donc, l'état total, c'est le produit des deux que vous pouvez développer là-dedans. Et si vous regardez après, le premier contre note, alors si le premier 0 est 0, il ne fait rien. Là aussi, il ne fait rien, donc ceux-là, ils n'ont pas bougé. Par contre, le BC, oui, c'était en 1, 0, donc comme le premier est en 0, on passe en 1. Donc ça fait 1, 1. Et ici, pareil, BD, il est en 1, 0, donc on passe en 1, 1. On passe en 1, 0, pardon. 1, 1, on devient 1, 0. Vous pouvez faire un petit calcul, vous prenez après le même dans l'autre sens, tac, le même dans le troisième, toc, et là, vous avez fait observer qu'en fait, ça, c'est le produit, ça par ça. C'est qu'en fait, ça, c'est un truc qui fait ce qu'on appelle un swap. Ça échange les deux états. Voilà, donc c'est un petit calcul pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne, la gemme de ces trucs-là. Et voilà, donc après avec ça, vous pouvez tout faire. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez aller sur ce site web. Vous pouvez dessiner votre circuit avec mettant des haches, des machins, des trucs et des bidules. Vous appuyez sur le bouton et il vous calcule le résultat. Si vous avez des exos, par exemple, ça permet de vérifier la solution. On peut jouer avec, ouais, c'est juste pour. C'est un peu anecdotique, mais il y en a plein des comme ça. Hein. Celui-là est gratuit. Alors, on va attaquer maintenant dans le dur. On va attaquer, alors, effectivement, il y a deux algorithmes, il y a Shor et Grover. Et après, il y a beaucoup de. Parmi les algorithmes fault tolérantes, il y a essentiellement ça, ces deux-là, et des variations autour de ces trucs-là. C'est des variations autour de ça. Shor, c'est peut-être le plus emblématique. C'est celui clairement qui a fait décoller l'ordinateur quantique au niveau financement. Pour une raison toute bête, donc Shor, c'est un algorithme qui va permettre de factoriser les noms. Vous avez un grand nom entier, vous les factorisez en produit de deux noms. Et bien ça, c'est un problème dur. Enfin, c'est un problème dont on pense qu'il est dur. Il n'est pas prouvé dur. Il y a une classe de complexité à part, il est tout seul dans sa classe. On ne sait pas démontrer qu'il est dur, mais personne n'a jamais trouvé d'algorithme permettant de factoriser très rapidement un grand nombre en produit de facteurs. Non, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il était 3 dans sa classe de complexité et les 2 autres se sont barrés. Donc, si ça se trouve, la semaine prochaine, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va dire en fait, si, on sait factoriser. Tu peux me expliquer exactement ce qu'on appelle les problèmes complets? Alors, un problème NP complet, un problème NP, dont la factorisation ne fait pas partie. Un problème NP, c'est un problème où on peut vérifier le résultat rapidement, en temps polynomial. Et un NP complet, c'est on peut le. Alors, il y a NPA d'abord. On pense que. Donc, on pense, on ne sait pas le démontrer, mais on pense que les problèmes NP complets sont plus durs que les problèmes polynomiaux. Un problème polynomial est NP complet parce que si je peux le résoudre en un temps polynomial, et ben, si on me donne la solution, pour savoir si une solution est la bonne, je résous le problème. Et puis, si la solution que je trouve, c'est celle qu'on m'a donnée, alors je sais que c'était bon. Donc, je peux vérifier en un temps polynomial aussi. Si je sais résoudre, je peux vérifier. Donc, donc P est compris dans NP. Par contre, l'inverse, on pense que c'est faux, mais ce n'est pas démontré. Donc, on pense très fort que c'est faux. NP, c'est je peux vérifier la solution rapidement en temps polynomial. Mais a priori, on va dire il faut un temps exponentiel pour la trouver. C'est des problèmes NP durs, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il faut un temps exponentiel pour trouver la solution.
Par contre, une fois que je l'ai, c'est très facile à vérifier. Bon, Shor, Ah oui, tu veux dire que sur les produits de. par exemple, si le je te donne deux noms, les gros multiples pour vérifier que le résultat, c'est facile. Par contre, dans le sens inverse, c'est très dur. Alors, pourquoi ça intéresse beaucoup les gens, ces questions de vérification c'est parce que toute la cryptographie, la cryptographie, je vais y arriver, est basée sur toujours des processus qui sont faciles dans un sens et impossibles dans l'autre. Et notamment le protocole aujourd'hui qu'on voit chaque fois que vous tapez HTTPS, on voit chaque fois que vous utilisez Internet. Le protocole de cryptographie, ce qu'on appelle en clé publique, clé privée, qui s'appelle RSA, est partout, hein, il est absolument partout. Il est basé sur le fait que factoriser un nombre, c'est très très dur. Par contre, les remultiplier, c'est facile. Si vous allez voir RSA sur Wikipédia, c'est très bien fait aussi. Donc, ça veut dire que, alors, donc, du coup, quand Shor est arrivé et a dit « Moi, j'ai un algorithme quantique qui permet de factoriser des grands nombres super vite », gros affolement chez les militaires. En gros, toutes les communications qu'on pense qui sont sûres, cryptées, on envoie des trucs que la NSA envoie à l'ambassade des États-Unis à Pékin, par exemple. Où ils savent très bien que ça peut être intercepté, mais ils disent c'est pas grave, les mecs ne pourront jamais décrypter. D'un coup, ça devenait possible. Et alors, les militaires se sont mis à donner de l'argent massivement pour l'ordinateur quantique. Il fallait que ce soit les Américains qui l'aient en premier, et puis bon, après tout le monde a suivi, parce que les Américains font quelque chose, donc c'est pas. Et donc, c'est juste pour vous expliquer l'importance sociologique de cet algorithme de Shor. Et ce qui est allé avec, d'ailleurs, c'est que j'ai oublié ce que je voulais dire sur. Ah oui, donc un truc que j'ai appris récemment, c'est que tous les services secrets de la planète, aujourd'hui, tout ce qu'ils arrivent à intercepter comme une communication cryptée, ils le stockent. Donc, ils ont des terras et des terras de données de choses cryptées, en espérant qu'un jour, l'ordinateur quantique va arriver, et là, ils pourront décoder et voir ce que les services secrets ennemis font, enfin, ce sont échangés. Même si aujourd'hui, on peut changer de protocole, il n'y avait pas que celui-là, il y avait plein de nouveaux, ça va finir par changer d'ailleurs. Je pense que mais même si on change, il y a quand même un gros enjeu au sens où il y a des gens, des tonnes de données, et s'ils arrivent à décrypter ça, et ben, ils pourront savoir ce que se disaient les Russes aux Chinois, par exemple. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Il y a 3 étapes dans l'algorithme de Shor. Alors, une qui est toute simple, qui s'explique en un slide. On va commencer par créer une superposition de tous les états possibles. D'un coup, vous allez voir, c'est très facile. Après, alors, il y a un truc que je ne vais pas faire. Je vais vous faire toutes les parties quantiques. Et donc, l'algorithme de Shor, en fait, ce qu'il fait vraiment, c'est qu'il y a une fonction qui est a puissance x modulo le nombre qu'on veut factoriser, ou a est un autre nombre. Et c'est une fonction périodique. Et l'algorithme de Shor, il vous trouve la période. Donc, c'est un algorithme qui permet de trouver la période d'une fonction périodique. La partie que je ne veux pas vous faire, c'est la partie vraiment mathématique. C'est comment est-ce qu'à partir de ça, on factorise les nombres. C'est de l'arithmétique. Ça prend 1 heure, mais c'est possible. Mais c'est juste des maths élémentaires. Donc, on va chercher un algorithme qui permet de trouver la période d'une fonction périodique. Donc, premièrement, on va créer une superposition de tous les états possibles. Deuxièmement, on va appeler cette fonction une fois. Et alors ça qui est magique, c'est comme on est dans une superposition de tous les états possibles, ben on va avoir une superposition de tous les f de tous les états possibles. C'est ça qu'on appelle le parallélisme quantique. C'est qu'en un appel à la fonction, c'est comme si on avait appelé un nombre exponentiel de fois s'il y a un nombre exponentiel de possibilités. Alors que si vous voulez, si je vous donne une fonction à appeler et vous cherchez la période, a priori, il ne faut pas faire grand-chose d'autre que de l'appeler pour 1, 2, 3, 4, et vous trouvez le même nom, et après voir si c'est bien fait. Et pourquoi il y a nécessairement une période? Enfin, je veux dire, pourquoi on cherche une période? Alors ça, c'est la partie que je raconte pas, justement. C'est une fonction dont on sait qu'elle est périodique, et la période est reliée à un facteur du nombre. Si tu as un problème, tu as besoin de chercher la période d'une fonction, Shor te le fait. Si tu n'en as pas, bah, tu mets ton ordinateur quantique à la fin. Et il se trouve qu'il y a au moins une fonction intéressante de ce point de vue-là, qui est l'équilibre factorisé des grands nombres. Vraiment, la fonction elle est aussi bête que ça, c'est f de x égale a puissance x modulo le nombre qu'on va factoriser.
Alors, donc la première étape, vous mettez tous vos bits quantiques dans l'état 0 et vous appliquez cette gate Hadamard que je vous ai remis ici, qui transforme 0 en 0 plus 1. Et du coup, si vous transformez 0 en 0 plus 1, bah, vous avez un produit de 0 plus 1, et ça fait, quand vous le développez, la somme sur toutes les possibilités de tous les inputs possibles. Donc, ce n'est pas un état intriqué, mais c'est déjà une superposition de tous les états possibles. So far, so good. Deuxième étape, ça va se compliquer un peu. Deuxième étape, on veut faire de la logique finalement. On a des quêtes comme ça, ici, et on veut calculer la fonction, une fonction de ces bits. Par exemple, donc on va avoir besoin de faire des et, des ou, enfin des additions, des multiplications, comme on les fait avec des nombres binaires, comme on sait les faire avec un résultat classique. Et là, déjà, ça se complique parce que, par exemple, en logique classique, vous avez A et B, vous pouvez faire le et, A et B. Et qu'en fait, le et, si le résultat c'est 0 maintenant, vous ne savez pas si vous venez de 1, 0, de 0, 1 ou de 0, 0. On ne peut pas revenir en arrière. Or, en mécanique quantique, quand on applique à chaque fois des matrices unitaires, et que la matrice unitaire est inversible, puisqu'on peut appliquer U dagger pour revenir en arrière, on a besoin de faire quelque chose qui soit réversible. Hein. Donc ça, déjà, on sait que c'est mort. On n'aura pas de et tout bête. Alors, donc, le minimum pour pouvoir avoir quelque chose de réversible, c'est d'avoir autant de trucs à la fin qu'au début. Si on perd de l'information, si on a perdu un bit, on ne risque pas de pouvoir revenir en arrière. Donc, on pourrait dire, on va faire A et B, par exemple, et A. On garde le A. Mais ça ne marche pas non plus. Par exemple, là, si vous tombez sur 0 et 0, par exemple, vous ne savez pas si le B c'était un 1 ou si c'était un 0. On ne peut pas revenir en arrière non plus. Donc, en fait, pour pouvoir revenir en arrière, il en faut 3. Donc, il faut ce qu'on appelle une grille à 3 qubits. Par exemple, il y a celle-là, le Toffoli, qui contrôle, note. Donc, c'est un truc qui change le 0, enfin, qui change le dernier qubit, de 0 en 1 ou de 1 en 0, si les deux premiers sont sur 1. Et avec ça, vous pouvez faire de la logique. Par exemple, si vous mettez A, B et 0 ici, vous obtenez A, B et A et B ici, puisque ça va devenir un 1 si ces deux-là sont 1. Donc, pour faire de la logique, il faut des grilles à 3 qubits. Alors, les grilles à 3 qubits, on n'en a pas trop dans la nature, parce que la nature, on a surtout des interactions à 2 corps. Mais on peut la fabriquer. Par exemple, si vous prenez ce circuit-là, avec des H, des contrôle notes, des T, dagger, etc., vous arrivez à faire un Toffoli. Mais déjà, on commence à voir que faire la logique, ça va être compliqué, puisqu'on va devoir rajouter des qubits en plus, ce qu'on appelle des qubits auxiliaires, pour arriver à maintenir cette réversibilité du calcul. Et chaque fois qu'on veut faire un peu de logique, on va devoir faire un truc comme ça qui contient tout un tas de phénomènes d'interférence. C'est pas par hasard si on a là, c'est vraiment des interférences qui fait qu'on a le bon résultat à la fin. Et qui dit interférence dit il faut que l'intérêt à ce soit bien tuné. Si vous avez déjà pris un Mach-Zehnder optique et le calibrer, c'est pas facile avec 2 chemins. Bon, là, on a déjà 3 chemins, là, 2 puissance 3 chemins, 8 chemins. Là, donc il va falloir calibrer ça très très bien pour que ça soit le bon résultat. Mais bon, c'est possible. Ouais. Du coup, le Toffoli, c'est la maille élémentaire de la logique. Pour faire de la logique classique avec un ordinateur quantique, il n'y a pas que ça qu'on fait, mais une partie le Toffoli, on s'en sert beaucoup. Ouais. Ok, d'accord. Ça veut dire que expérimentalement, il faut faire tout ce circuit-là pour faire un seul Toffoli. C'est ça qui coince. Ouais. Ok. À moins qu'on ait trouvé une façon de faire directement un Toffoli expérimentalement. Il y a certaines plateformes où c'est possible, en passant par des états virtuels excités, en envoyant des pulses compliquées. Ok. Les gens ont essayé. Ils ont plus ou moins réussi, mais avec des fidélités pas extraordinaires. Bon, en théorie, tout est possible, mais c'est pas gagné. Ça, c'est un circuit pour faire, du coup, on a parlé de logique. Ça, c'est un circuit pour faire 3 x 5. Vous voyez, il y a plein de Toffoli, c'est pas exactement des Toffoli, c'est des contrôles, rotation d'un nombre de données. Mais bon, en gros, c'est des Toffoli. Donc, vous voyez, juste pour faire 3 x 5, là, si vous mettez 3, vous mettez 5, il y a quand même un paquet de circuits, les pas simples. Et donc, quand vous allez vouloir faire multiplier les nombres vous pouvez imaginer que ça va rapidement grossir. Il y a une interférence ici, là, comme je disais. Il y a, bon, après, je ne vais pas insister beaucoup, mais ces grilles ici, là, qu'on appelle T, elles sont très importantes quand on va parler de correction d'erreurs quantiques, parce que c'est vrai que c'est vraiment très, très compliqué à faire pour un ordinateur quantique.
Ça fait au moins 2 ans que je dis partout, 3 fois 5, aucun ordinateur quantique n'est capable de faire ça. Ça me semblait quand même permettre de remettre un peu les choses à l'ordre. Les gens sont là, ah, l'ordinateur quantique va sauver le monde. Oui, mais 3 fois 5, pas tout de suite. Là. Ça remet un peu les choses à zéro. Et il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui ont fait la manip. Ils l'ont pas fait sur 3 fois 5, ils ont fait ça. Et donc, ils ont pris IonQ, donc c'est des ions piégés. Les ions piégés, c'est les meilleurs qubits. Encore une fois, je le disais au début, c'est vraiment les meilleurs qubits. Ils ont des fidélités de 10.3, enfin des taux d'erreur de 10.3 par grille. Ils ont du mal à dépasser 10, mais pour les machines en dessous de 10, c'est eux les meilleurs. Par contre, après, eux, ils sont bloqués, là où les supras arrivent à aller jusqu'à 10, 20, 30, 50. Quoi. Et oui, Je comprends pas bien quand vous dites que l'ordinateur quantique n'arrive pas à faire 3 fois 5. les vrais, ceux qui existent, les puces qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire Si, 3 fois 5. Enfin, ce circuit-là, pour calculer 3 fois 5, si tu prends un ordinateur quantique et tu veux t'en servir comme une calculette pour multiplier 3 fois 5, tu implémentes un circuit de ce type-là, et que tu mesures tes qubits à la fin, et tu es censé trouver 15, et ben, aucun ordinateur quantique existant te le donnera. et après, on a besoin de tout ce schéma. Il y a un tout le bazar pour arriver à trouver 3 fois 5, et en fait, la fidélité décroît à chaque fois de 1% par grille, et quand tu arrives au bout, tu retrouves un truc à la fin. Et le problème, c'est pas. Donc, je vais vous montrer les datas expérimentales. Donc, sur IonQ, encore une fois, des très bons trucs. Ils n'ont pas essayé de faire 3 fois 5. Ils ont fait 1 plus 1. Et voilà le résultat. Donc, ils trouvent 2, 68% du temps. 70, 50, 60, ça dépend un peu des runs. Ils trouvent 6 assez régulièrement. 0 aussi, pas mal. Puis le reste du temps, 1 plus 1. Parce que c'est la fidélité qui m'emmène. Ouais, c'est les fidélités qui sont C'est pas assez bonnes. C'est-à-dire que les fidélités sont assez bonnes. En fait, c'est les meilleures qui existent. Hein. On est à l'étape là. Mais il y a tellement de grilles à faire pour arriver à faire 1 plus C'est 1. combien de qubits? Celui-là, je crois, il y a une dizaine. 8. Je ne sais plus exactement. Et même avec 10 qubits, il y a la fidélité si mauvaise qu'il n'arrive pas à. Ouais, c'est quand même 60% du temps, il trouve 2 pas mal. Pas compétitif avec une calculatrice, mais c'est pas mal. Mais c'est pour ça qu'il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Quoi, de La savoir, fidélité est vraiment mauvaise. non, elle est bonne, ils ont un taux d'erreur qui est de 10-3 pour les grilles à 1 qubit et un peu moins bonne pour 2 qubits, mais en dessous de meilleur que 10-2. Avec 10 grilles, la fidélité fait que ça se casse la gueule aussi. Ah, mais il y a plus que 10, tu as vu, il y a un paquet. Hein. Ils sont obligés de décomposer les topologies en ça. Chacun de ces boîtes-là se décompose. Ça crée des problèmes. Après, on peut imaginer que peut-être qu'on va essayer de trouver d'autres applications qui ne font pas de logique. Et alors, Les gens cherchaient. Alors, si on met- Les gens cherchaient. il faudrait une fidélité de combien pour que ça pour Pour 1 plus 1, je crois qu'il faudrait gagner 2 ordres de grandeur, je pense. Ah, on était parents. Peut-être 1, ça serait déjà. Non, tu as 78%. 1 ordre de grandeur, déjà, on se rapprocherait de 90-95%. Ouais. Là, quand ils font les runs, du coup, c'est qu'ils repartent de 0 à chaque fois, mais est-ce que c'est pas possible de, je sais pas, créer un état qui garde en mémoire, par exemple, la valeur la plus probable de la première run, et après, sur un échantillon de run, on a quand même une probabilité d'avoir quelque chose d'intéressant, du coup, la 2, et on Je peut... ne comprends même pas ce que tu veux dire. La réponse est probablement non. Ok. C'est de reboucler en fait. Passer Non, tu de- veux avoir un calcul qui part, tu ne connaisses pas le résultat. Non, et d'ailleurs, tu ne peux pas. Oui, tu veux Enfin, dire. un truc qui peut apprendre en soi. Ouais. Non, vraiment pas. Ok. Parce que quand tu as mesuré, tu as perdu toute l'intrication. Ouais. C'est vraiment, Alors, donc, on a fait notre deuxième étape. On suppose qu'on y arrive. On a fait la logique. Donc, on avait une superposition de tous les inputs. Alors, ça, on appelle ça le premier registre, on appelle ça le registre input, et le deuxième, on va l'appeler output. Donc, maintenant, j'ai 2 registres. Et je fais de la logique avec tout ça pour calculer maintenant superposition de tous les inputs fois f de tous les inputs. Hein, j'ai résolu mon problème de fidélité, tout ça, tout va bien, il n'y a pas de problème. On sait faire la logique réversible, et j'ai ça. Donc là, oui, a priori, on dit là quand même, c'est de la balle, parce que j'ai une superposition de tous les inputs fois tous les outputs, donc x fois f de x, pour un nombre exponentiel de x, et j'ai appelé ma fonction une fois. Là, on sent que l'ordinateur quantique, il a du potentiel. C'est vraiment du parallélisme massif. Par contre, à ce stade-là, si je mesure mes bits quantiques, je les mesure, je veux savoir dans quel état ils sont, bah, ça va projeter les trucs sur une valeur, hein, il va choisir au hasard une valeur,
Et du coup, je vais me retrouver avec une valeur de x fois f de x. Donc, j'aurai un résultat de f de x. Et du coup, j'aurai un seul appel, enfin, les résultats d'un seul appel. Et c'est même pas moi qui aurais choisi l'input, c'est la nature qui l'aura choisi aléatoirement pour moi. Donc, à ce stade-là, si je mesure, j'ai rien. Donc, j'ai tout, et puis j'ai rien. Entre les deux. Donc, il manque une étape pour pouvoir arriver jusqu'à un résultat déterministe. Cette étape, ça s'appelle la transformée de Fourier quantique. C'est le dernier point de l'algorithme de Schnorr. Là, on y arrive. Hop. Et la transformée quantique, alors je ne vais pas vous faire le détail de le circuit, il a une tête comme ça, il est assez simple. Hein, en fait. Ça, c'est un contrôle fois, plutôt qu'un contrôle node, c'est un contrôle qui fait une rotation de pi sur 2 autour de l'axe Z. Ça, c'est le contrôle qui fait une rotation pi sur 4, pi sur 8, etc. Et donc, le circuit-là, on transforme ce quête-là en une somme sur tous les quêtes fois une phase qui est exponentielle de pi, AC sur 2 puissance n. A, c'est le nombre entier dont la représentation binaire est ça, et C, c'est le nombre entier dont la représentation binaire est ceci. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à une transformée de Fourier, discrète, version quantique. C'est pour ça que ça s'appelle transformée de Fourier quantique. Donc ce circuit-là, vous pouvez vous vérifier si vous avez le temps, ça implémente bien cette transformation-là. C'est bien une transformation unitaire. Et donc avec ça, on peut arriver à la dernière étape. Donc, j'ai légèrement réécrit le résultat précédent, donc on était somme sur toutes les possibilités de input fois f de l'input, c'était mon résultat précédent, suite à la logique. Et maintenant, je vais faire une transformée de Fourier quantique sur le premier registre, ici. Donc, je remplace ce registre-là par une somme sur C, l'exponentielle I de pi AC sur 2 puissance. Hop. Et c'est là que la magie arrive. Parce que maintenant, vous voyez des f de A, donc je vais sommer sur tous les A, des f de A, il y en a plein qui valent la même chose, toutes les périodes en fait. Donc si vous écrivez A comme étant un certain nombre de fois la période plus le reste, en fait, il n'y a que des f de I. Hein, tous les autres, ils ont la même, c'est le même état. Et donc, bon, il y a toujours la somme sur C, très bien. F de I fois tous ceux qui valent, qui donnent f de I, c'est-à-dire ceux pour lesquels A vaut Q fois R, que j'ai bêtement remplacé. Et donc maintenant, on peut faire la somme sur les Q, ici. Et là, vous reconnaissez vraiment, si vous avez déjà fait des transformées de Fourier discrètes, FFT et compagnie, c'est vraiment la formule de transformée de Fourier. Donc ça, c'est un nombre qui vaut essentiellement, c'est des phases, qui vont donner 1 quand Q fois R, quand R fois C, hein, c'est une série géométrique, hein, vous pouvez juste faire la somme vous-même, hein, c'est une belle série géométrique. Quand R fois C vaut 1, vous voyez, enfin vaut 2 pi, vaut 0 pas, je vais y arriver. R fois C vaut 2 puissance n, cette phase-là vaut 1, donc là on somme des trucs en phase, tout va bien. Et par contre, dès que ça va à autre chose, ces trucs-là, ils vont tous s'annuler, et vous allez trouver 0. Donc du coup, on va avoir un résultat qui maintenant va être qui va être essentiellement 1 quand R et donc on va trouver le C tel que C pour R est égal à 2 puissance n, et pour toutes les autres possibilités, on va avoir les intervales destructifs et on va trouver 0. Donc là, ça y est, on a un résultat qui est déterministe, presque déterministe, parce qu'en fait, on regarde les détails. Enfin, on va trouver avec une très grande probabilité le C tel que R fois C égale à 2 puissance n, sinon interférence destructive, tout disparaît. Là, a priori, on a factorisé, on a trouvé la période de notre fonction, et donc on a factorisé un très grand nombre, donc on peut craquer RSA, et donc on peut intercepter n'importe quelle communication sur Internet aujourd'hui. C'est clair? Déjà, si vous avez compris ça, c'est pas mal. Ça c'est l'application phare. Hein, Et la transformée de Fourier quantique, vous la retrouvez dans quasiment toutes les applications fault-tolérantes de l'ordinateur quantique. Ouais. On a quand même une exponentielle plus croissante dans la somme. Non, c'est I. Ouais, mais l'autre, il a 2i. Du coup, il a moins 1. Ah ouais, alors c'est ma faute. C'est ce I-là. Ah, c'est le reste. Ah, ok, d'accord. Et celui-ci, c'est vraiment une carré également. Ah, d'accord, ok. Ouais, Ah bon, c'est vrai, c'est vrai. Mauvaise notation, so sorry. On est bon? Alors, j'ai un peu mon leitmotiv, je reviens avec mon truc là. Le même, il nous casse les pieds avec son truc décroissant. Qu'est-ce que ça donne pour Shor? Il suffit de compter les opérations, hein, notre grille.
Le gris pour Shor, c'est pour la partie, en fait, ce qui prend du temps, c'est pas la transformation quantique, c'est pas le truc au début avec les H, c'est facile, c'est la logique. Et la logique, elle est en N-cube, hein, ça vous fallait pouvoir. me permettre. Donc, normalement, le séminaire est censé être terminé, mais comme il y a eu pas mal de questions, je propose qu'on rajoute 5-10 minutes. Comme ça, ça vous va. Ah, moi, j'étais parti pour 17 heures, effectivement, ouais. Je pensais que je Non, non. Ok, on va. C'est bon. Après, quand vous en avez marre, vous me dites, hein, on arrête. Parce que moi, j'ai des slides pour. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ça, et après, je vais juste vous flasher très vite la fin. Le milieu et la fin, on va passer faire la page dessus. Je peux le donner en 1 heure, celui-ci, mais du coup, je n'explique pas aussi dans les détails. Je pense que c'est mieux pour vous que. Donc, la logique, c'est n cube. Vous pouvez vérifier, vous posez une multiplication comme on fait quand on est à l'école, hein, avec le toc-toc, au binaire ou avec le nombre décimal, c'est pareil. Et c'est n cube, la logique. Et en fait, le préfacteur, par contre, là, c'est compliqué à le trouver. Les meilleurs algorithmes aujourd'hui, l'implémentation de Shor, ils sont à 14. Donc, du coup, bah, voilà, f, on a vu que c'était petit f. Alors, j'ai légèrement écrit mon petit f. Si j'écris que petit f, c'est 1 moins epsilon, alors ça serait écrit aussi exponentielle moins epsilon, le nombre de grilles. Hein, c'est juste un tout bête développement. Et epsilon, c'est le taux d'erreur par grille. Donc A, ça vaut 14. N, voilà, c'est le nombre de bits du nombre factorisé. Et epsilon, bah, qu'est-ce que ça vaut epsilon? Bah, typiquement, les meilleurs ordinateurs quantiques aujourd'hui sont à 10-2, à peu près. 10-2 pour les 10-3 quand ils ont 2-3 qubits. Qu'est-ce que ça représente également? Ça veut dire, chaque fois que tu fais une grille, tu te trompes de 1%. La fidélité décroît elle est plus 1, elle vaut 0,99. Donc, si tu as 2,9, c'est 99. Si tu as 3,9, 89,9. Donc, c'est ça, le taux d'erreur, c'est ça, la fidélité, c'est vraiment la chose à regarder quand on regarde une technologie quantique avant tout. Donc, si je mets 0,01 ici, 14 là, et puis ici, j'essaie de voir comment factoriser. La fidélité, non, elle ne bouge pas. C'est vraiment disons que c'est compliqué. Non, mais j'ai envie de dire, les expériences progressent. Elles progressent même très bien. Le truc, c'est que ce qu'il faudrait qu'ils fassent comme progrès pour arriver à faire ce genre de choses, c'est complètement abyssal. En fait. C'est ça le jeu. Donc, voilà, si je mets les noms, j'arrive à 10.4. Pour éviter de trouver le bon. Et en fait, là, il se trouve que pour Shor et pour tout algorithme où le résultat est déterministe à la fin, c'est qu'on doit trouver un truc avec une probabilité 1, bah, le résultat final, la projection de ce qu'on a obtenu sur le résultat final, cette probabilité-là, c'est aussi la probabilité de succès. Donc, la fidélité, dans ce cas-là, c'est vraiment la probabilité d'avoir le bon résultat à la fin. Enfin, tout le temps vrai, mais c'est vrai pour Shor, c'est vrai pour Grover. Et donc, la probabilité de trouver le bon résultat à la fin, là, on trouve 10-4. En fait, elle sera plus grande que 10-4 parce que même si on les prend au hasard, la réponse, quand on n'en a que 4, on trouve pas. Donc, factoriser 15, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors, vous n'étiez pas là, mais quand peut-être le premier gros résultat de l'ordinateur quantique, c'était il y a maintenant une bonne quinzaine d'années. C'était justement quand des gens ont factorisé 15 sur un ordinateur quantique à base de résonance magnétique nucléaire. C'était une très belle expérience. Merci Penn qui a fait ça. Et donc, c'est factorisé 15. Là, je viens de vous dire qu'avec les taux d'erreur qu'on a là, ce n'est pas possible. Enfin, ils ont triché, les mecs, en fait, ils n'ont pas fait la partie logique. Ils l'ont hard-codé. En fait, ils ont fait plus de calculs classiques pour factoriser leur en quantique que ce qu'il aurait fallu pour factoriser directement. C'était cette manip-là, c'est un Nature de quand? De 2001, 20 ans. Il était à peine né. Et ben, ils n'ont pas. En fait, personne aujourd'hui a factorisé à 15, de même que personne n'a multiplié 3 par 5. Ouais. Après, en fait, on ne pourra jamais espérer faire de l'hybride aussi, dans le sens où on part que d'un truc classique pour faire toute la. Il y a plein de gens qui. Passer là-dessus à quantique. Mais il faut voir que, de toute manière, à un moment donné, encore une fois, comme on ne peut pas mesurer en cours un ordinateur quantique, ça se mesure qu'à la fin. Oui. Donc, de toute manière, il faut arriver à identifier une partie de l'algorithme où l'ordinateur quantique apporte une accélération par rapport à sa version classique. Ouais.
Donc, il y a des tonnes de trucs. Mais bon, à un moment, je regarde, j'ai encore rien trouvé qui m'est convaincu. Bon, alors je vais aller. Donc, ça, comment je suis en fin de. Ouais, je ne vais pas vous faire le surface code, pourtant c'est rigolo. Ça, c'est le code de correction d'erreurs quantiques. Il faut faire des trucs et des machins et des bidules. J'appelle ça le problème de la coupe pérusse, parce que pour faire une opération, il faut la découper en sous-opérations. Chaque sous-opération, on doit découper en sous-opérations. Il y a même découpé en sous-opérations. Et à la fin, ça fait une usine à gaz qui est assez incroyable. Mais bon, les gens en parlent encore. Hein. C'est pas, ils n'ont pas renoncé. Ça, c'est des estimations aussi. En supposant qu'on fasse des choses fault tolérantes. Alors, pour cette fameuse molécule de molybdène FeMoCO, là, le truc pour le craquage de l'azote. Typiquement, il faut imaginer, hein, c'est un ordinateur quantique fault tolérante, on le fait tourner. Le cas le plus favorable, c'est 200 heures pour trouver le résultat. Hein, si vous prenez un truc moins favorable, c'est 240 jours. Mais bon, on descend de 200 heures. Et au bout de 200 heures, on suppose que tout est parfait. Hein, au bout de 200 heures, il vous donne 50, 0 et 1. Donc, en termes de flux d'informations, et ça c'est vrai pour tous les ordinateurs quantiques, il va vous donner 50, 0 et 1 toutes les 200 heures. On est dans le micro-octet par seconde. Vous comparez avec votre PC qui est dans le gigaoctet par seconde, vous avez 15 ordres de grandeur. Ça ne veut pas dire que l'ordinateur quantique doit forcément être mis à la poubelle. Ça veut dire que vous savez déjà qu'il ne va pas remplacer l'ordinateur classique. Alors peut-être que si vous calculez le numéro gagnant du loto, ça vaut le coup, hein, c'est 5001, peut-être qu'il y a énormément d'informations très importantes pour vous. Mais c'est très différent et c'est clairement limité à un certain nombre de cas très très spécifiques. Hein, c'est presque par construction. Il faut garder ces chiffres en tête. On ne va pas avoir des. Donc quand vous entendez des gens qui font « Oui, on va faire du machine learning avec… Non. Machine learning, c'est des quantités de données complètement démentielles à traiter, des téraoctets de. C'est pas le micro-octet par seconde. Voilà. Et bon, je ne vais pas vous raconter, mais il y a des problèmes quand même dans les. C'est un problème théorique, c'est hallucinant. Vous avez déjà vu la catastrophe d'orthogonalité, ça vous dit quelque chose? Non? En matière condensée? Bon, c'est la raison pour laquelle la chimie quantique avec l'ordinateur quantique, ça va être compliqué. Mais je vais passer là-dessus. Je vais passer là-dessus aussi. Ouais, je vais m'arrêter là parce que je vais directement à ma conclusion. Alors, ce que j'essaie de vous raconter un peu dans le braque. Vous pouvez nous expliquer sur la suprématie quantique là? Ouais. La suprématie quantique. Donc là, est-ce que j'ai un truc là-dessus? Bon, d'abord, la suprématie quantique, dans l'article de Google, il disait qu'il faudrait 10 000 ans aux plus gros ordinateurs du monde pour arriver à faire le calcul. Aujourd'hui, c'est 300 secondes. Hein, donc les mecs, ils sont quand même plantés de, je crois, 8 ordres de grandeur. Donc, voilà, donc non, s'il n'y a pas de suprématie quantique, ça c'est le premier point. Moi, et encore 300 secondes sur des superordinateurs, nous on le refait quasiment sur un portable, avec des techniques, mais c'est avec une approche très différente. De compression par analyse tensorielle, c'est pas du tout le même genre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire suprématie quantique? Alors, suprématie quantique, donc ça fait un tabac. Il y avait un article dans tous les journaux du monde, hein, y compris le Dauphiné libéré, parce que vous avez déjà vu les Dauphinés libérés qui parlent autre chose de l'inauguration d'un supermarché ou du quelqu'un de réécrasé à Grenoble. Il faut vraiment que ce soit des gros bulles. Hein. Tous les journaux du monde en parlaient. Et donc, ils ont dit, on a fait un calcul avec un ordinateur quantique, et si on voulait faire le même calcul avec un ordinateur classique, il faudrait 10 000. Avec le plus gros ordinateur classique du monde. Super ordinateur. C'est pour ça que… Alors, tout le monde était là, genre, ça y est, suprématie quantique. En plus, le mot suprématie quantique, ça envoie quand même. C'était Google il y a 2 ans, brouette. 3 ans, parce que c'était octobre 2019. Alors, c'est pas. Oui, c'est ça. Après, les gens ont dit, on va regarder, et quand les gens ont essayé vraiment, ça est descendu petit à petit, et maintenant, on est à 300 secondes. Alors, 300 secondes, quand même, il faut y aller, parce que les 300 secondes, les mecs, ils ont pris un ordinateur qui a 40 millions de cœurs de calcul. C'est quand même un gros bête. C'est quand même pas facile, hein, ce calcul, il reste vachement dur. Par contre, il a vraiment, rigoureusement, aucun intérêt. Ils ont rien calculé. Hein. Ils ont essayé de créer l'état
qui soit le plus compliqué à simuler sur un ordinateur classique. Donc, ils ont pris un état, ils ont fait les grilles, plutôt que de prendre des jolies grilles bien propres, ils ont pris les grilles les plus aléatoires possibles. Ils les ont empilées, ils en ont mis le plus possible en même temps pour essayer de créer un état très intriqué. Et alors, évidemment, leur fidélité se pétait la gueule au fur et à mesure. Donc, ils ont trouvé, ça c'était pas mal, ils ont trouvé une manière de mesurer, pas la fidélité, mais quelque chose qui s'en rapproche en fonction du nombre de grilles qu'ils appliquaient. Et à un moment donné, ils arrivent à un point et ils disent, ce point-là, cet état-là, cet état quantique-là est compliqué à calculer. Donc là où ils se sont fait attaquer, c'est d'abord parce que les gens, en faisant des calculs très malins, ont réussi à descendre de temps à 300 secondes. Mais par là, pour les attaquer sur un autre point, c'est sur le fait que ces 300 secondes, les 10 000 ans, en s'y prenant mal, c'est le temps qu'il aurait fallu pour avoir l'état exact. Alors eux, ils avaient une fidélité de 10-3. Et donc, on pouvait aussi donc, permettre de perdre de la fidélité, nous aussi, dans notre calcul. Et donc, on fait ça par des algorithmes de compression qui ressemblent un peu à la compression d'image, mais c'est de la compression d'état quantique, avec des techniques d'analyse tensorielle. Et en comprimant, on arrive aussi à être dans les régimes où on est aussi bon que les 40 km/h avec beaucoup vraiment moins de. Parce que là, par contre, parce qu'on ne s'est pas comparé au calcul parfait, on s'est comparé au calcul, ce qu'ils ont fait, qui est dégueulasse. Voilà, mais concrètement, ça génère cette expérience générait des nombres aléatoires. À la fin, ils avaient des bits quantiques qui étaient distribués par une distribution qui était un tout petit peu biaisée par rapport à une distribution plate. Et c'est ce tout petit biais qu'ils ont dit, voilà, ce tout petit biais, vous n'arriverez pas à le reproduire avec un ordinateur classique. Et ça n'a rigoureusement aucun intérêt, c'est des nombres aléatoires. C'est vraiment des nombres aléatoires. Il n'y avait pas du tout cette magie que je vous ai montrée dans Shor pour à la fin avoir un résultat déterministe pour apprendre quelque chose. Là, on n'apprenait rien. Il ne faut même pas formuler une question à laquelle ce truc répond, même une question sans intérêt. Donc c'était un peu limite avec la terminologie suprématie quantique, doublement parce que d'abord ça n'a aucun intérêt, et en plus parce que en fait, les gens l'ont fait. Si j'avais eu plus de temps, je vous aurais expliqué la compression d'image et la compression tensorielle, mais j'en ai pas, donc on va aujourd'hui à ma conclusion. Ouais. Donc, au final, quand on prend un état et qu'on lui applique plein de portes de manière aléatoire, un peu comme ce qu'ils ont fait, au final, la distribution à la fin, ça sera forcément une gaussienne, non? Non. Ah non. Ça s'appelle une Porter-Thomas. Okay. C'est pas exactement une gaussienne. Alors, petite déviation à la gaussienne. D'accord, ok. Ça peut être une gaussienne de toute manière parce que la probabilité que tu aies d'abord, gaussienne pour un truc binaire, c'est pas ce que ça veut dire. Ouais. Mais enfin, en tout cas, il y a des objets qui sont presque gaussiens, mais pas gaussiens. Il y a des petites, c'est cette petite différence qu'ils ont mesurées. Ok. Donc voilà, faute tolérante quantum computing, c'est pas pour tout de suite. Voilà, j'espère que c'était clair ça. Si on ne fait pas faute tolérante mais qu'on prend des trucs noisy, c'est pas clair exactement à quoi ça. Alors ça, je n'avais pas trop parlé, mais si j'avais plus de temps, je vous aurais montré ce que les gens essaient de faire, notamment en chimie et tous les problèmes qui vont avec. Il faut se rappeler que essayer de faire un état quantique, c'est essayer de faire un Schrödinger, c'est essentiellement on essaie de faire un état quantique macroscopique contrôlé. Et donc c'est pour ça que c'est dur, parce que à notre échelle, tout est classique, c'est pas complètement par hasard, hein, c'est encore une fois la décohérence, l'intrication avec tout. Donc c'est pas gagné. Donc on ne peut pas remplacer les ordinateurs classiques avec un ordinateur quantique parce que c'est vraiment très spécifique. Hein. Par exemple, ça produit très peu de nombres par unité de temps, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. La suprématie quantique, je ne vais pas beaucoup parler, mais bon, voilà, je pense que ça a été beaucoup survendu, cette histoire. Et donc, les deux trucs importants, c'est ce qui est important. Donc, quand vous voyez l'annonce, on a un ordinateur quantique à 73 qubits, si on ne vous donne pas la fidélité, c'est des belote. Et une première question à demander, quelle est votre fidélité? Et donc, tant qu'elle sera dans 1% ou même à 0,1%, on ne sera pas encore une business pour faire des choses. Le jour où elle perd encore un facteur 10, je pense qu'il y a des expériences très sympas à faire, des expériences de physique. Après, par contre, je pense que le lien avec le calcul, il y a encore un élément à distance abyssale. Tiens, j'ai celui-là, le gap entre la physique et les maths, il est encore extrêmement grand, habituellement grand. Et ça n'a rien à voir, mais cette année, je vais prendre un stagiaire, et mon pote Christopher va aussi prendre un stagiaire
en relation aussi avec des choses pour faire des flying qubits plus expérimentales. Ouais, si c'est le genre de truc que vous voulez intéresser, vous pouvez tout à fait à votre page. Un peu de pub. Les gens font des maths avec ça. C'est très quoi? Mathieu qui s'intéresse à ça, c'est plutôt des- Bah, c'est des gens de l'informatique théorique. Ouais, en général, c'est des matheux, c'est des informaticiens qui ne savent pas programmer. Ouais. C'est assez rigolo de voir comment ils se débattent avec ça. C'est de l'informatique théorique. Après, donc, moi, je ne suis pas du tout informaticien, je suis physicien. Et le problème NCORE, c'est vraiment donc, le problème NCORE, c'est vraiment le truc, je vais parler un tout petit peu, mais c'est de comprendre la matière corrélée, c'est de comprendre finalement quand les particules interagissent entre elles, qu'est-ce que ça, est-ce que pourquoi est-ce que la mécanique quantique continue à fonctionner, hein. Donc, quand on apprend, par exemple, en matière condensée, la théorie des bandes, c'est que des électrons qui ne se parlent pas, or ils se repoussent fortement. En plus, hein, les interactions, elles ne sont pas faibles, elles sont fortes. Donc, c'est déjà un miracle que les approches de champ moyen fonctionnent aussi bien. Mais il y a des tas de situations où elles ne fonctionnent plus du tout, où il se passe des choses rigolotes. Ça s'appelle c'est ça le problème des corps, les électrons corrélés. Et c'est vraiment, on est vraiment au milieu entre la partie expérimentale et la partie et ces genres de considérations qui sont une forme de problème NCORE, mais ultra épuré. Et c'est pour ça que c'est un peu des gens comme moi qui ont les points de vue critiques sur est-ce que ça peut marcher ou pas, parce que les matheux, ils sont à des années-lumière même de se poser des questions. Ils ne sont pas outillés intellectuellement ou même techniquement pour pouvoir se poser des questions de type décohérence. Ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? 30 ans, 35. Enfin, mais c'était un petit sujet pendant des années, et là, depuis 5-10 ans, c'est l'explosion. Jusqu'au moment où, à un moment donné, quand même, ça va se calmer quand même pas mal. Voilà, voilà. On vous remercie. Et là, c'est moi. Je me permets une petite remarque. La plupart ici dans la salle, on est en matière quantique et je trouve que votre approche a été vraiment pédagogique, c'était vraiment sympa. Comme introduction, comme si on n'avait jamais fait plus vite, donc pour moi. Voilà, vous avez une idée. Et vous avez une introduction assez différente de celle qu'ils vont avoir dans le master d'à côté, dans le data quantique. Très bon. C'est un peu étonnant aussi que ça parte un peu de l'envie de frauder, je trouve, l'histoire de casser ces codes sécurité externe. C'est un peu. Ça c'est ça qui a fait que c'était extrêmement important sociologiquement. Et parce que, comme toujours, ça se passe beaucoup de choses sur les États-Unis et que beaucoup de recherches aux États-Unis sont financées par les militaires. C'est un pouvoir dingue. Et donc là, ils ont tous vu pourquoi est-ce que ça les intéresse. Après, je pense que les gens sont pas mal revenus quand même. Short, c'est évidemment tous les cours dans la data quantique commencent avec Grover puis Short. Il est vivant. Je sais, écoute, je n'ai pas entendu dire qu'il était mort et je l'ai vu une fois il y a 10 ans. Depuis, s'il est mort, peut-être, je ne sais pas. Il était vieux ou pas? Il était vieux, ouais, il n'est pas jeune. Ah, alors. Je crois qu'il n'avait pas fait un algorithme dans les années 60 ou 50, quelque chose comme ça. Non, Short, c'est plus récent que ça. Non, c'est plus récent. 90, Ah, ok. Ouais, quand même. Il est vivant? Oui, c'est pour une raison. Ben voilà. Sur son temps seulement. Ils sont rien à voir. Ah, ouais, c'est bien. Ouais. En tout cas, vous voyez, en fait, vous avez des verbes particuliers parce qu'on choisit nos orateurs aussi. On sait que vous avez le et aussi le prix de l'information. Et vous êtes très actifs, donc là, ça me fait plaisir parce que vous faites du bien. C'est vrai qu'il ne Faut pas avoir peur quand on est étudiant, même dans les conférences, n'hésitez pas à poser des questions. Ah oui, Le pire qui vous arrive, c'est qu'on vous réponde de manière un peu. Et ben c'est pas grave. C'est en posant les questions qu'on comprend et qu'on apprend. En général, vous avez peur de passer pour les cons ou non, mais je vis des fois des gens très très forts, suffisamment forts pour pouvoir faire des questions folles. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'ai une question, c'était les premières diapositives où il y avait la première mesure de la fidélité et qui était décroissante au fur et à mesure où on faisait les opérations. Donc, c'était un tracé en log-log. Non, c'était log sur avec des Y et linéaire
Donc, c'est. Linéaire sur l'axe des X, parce que c'est pour l'exponentielle, hein, c'est La pente, du coup, de cette courbe. bah, c'est essentiellement le taux d'erreur. Et Le taux d'erreur par grille ou par qubit. Ouais. Je veux dire, chaque opération qui est faite, elle pondère de la même manière la décohérence. Non, Non. non, ça c'est la version pour enfants. La version un petit peu moins pour enfants. Ouais, c'est ça. La version un petit peu moins pour enfants, d'ailleurs, tu vois, la courbe, la courbe théorique, c'est l'espèce de truc avec noir, là. C'est pas une droite exactement. Enfin, c'est pas loin d'une droite. Ils ont calibré, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont calibré, ils ont pris le qubit 1, ils ont fait la grille Hadamard, mettons, donc ils l'ont fait 30 fois, 40 fois, 50 fois, et ils regardent la probabilité de trouver le bon résultat en fonction du nombre de fois qu'ils la font. Et donc, ils ont l'erreur pour Hadamard pour le qubit 1. Ils font pareil pour le qubit 2. Ils sont tous des erreurs différentes. Après, ils font ça pour toutes les paires pour toutes les grilles à 2 qubits. Et dans cette expérience, ils ont beaucoup triché parce que leur grille à 2 qubits, tu peux prendre des grilles, celles qu'on veut faire, le contrôle note par exemple. Ils ont pris une grille complètement bidon, qui était celle qui marchait le mieux. Donc, il n'a rigoureusement aucun intérêt, avec laquelle on ne peut faire aucun algorithme derrière. Mais c'est celle où vous avez la fidélité, la meilleure, à ce moment-là aussi, parce que ça varie dans le temps, 3 jours plus tard, donc ils recalibrent tout. Donc, du coup, ils recalibrent tout, ils ont toutes les erreurs pour chacun des qubits à ce moment-là. Là, ils font leur manip et ils vérifient que la fidélité du global, maintenant, correspond bien à produit de toutes les erreurs pour toutes les grilles qu'ils ont mis dans le truc. Et ça marche plutôt bien. Si on trouvait moi, j'adorerais trouver une déviation à cette loi. Il n'y a pas de raison, c'est pas vraiment une loi de la nature. On a du mal à imaginer que ça puisse faire mieux que décroître exponentiellement, ça va être au moins exponentiel, ça peut aller plus vite. Mais ce serait sympa de voir, par exemple, que selon l'état dans lequel on se trouve, c'est un état très intriqué, par exemple, plus sensible à la décohérence qu'un état pas intriqué. Pour l'instant, il semble que non. Il dépend, ça dépend que des grilles qu'on effectue et pas de l'endroit au degré de décohérence où je me trouve. Mais on n'a qu'une manip. Hein. Donc, pour un type de circuit, ils ont fait aussi des circuits qui sont très, très aléatoires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont lessivées là-dedans. Il y a des erreurs qui se compensent parce que. Bon, mais ça serait très sympa d'avoir des déviations à cette heure. Mais c'est pas, je suppose pas que c'est homogène ce point. Non, quand tu essaies de la démontrer théoriquement, tu t'aperçois que dès que l'état est un petit peu chaotique, tu t'aperçois que ça devient très très vite. Ouais. On va parler de portes et de matrices unitaires, mais est-ce que toutes les portes qu'on a vues là de manière mathématique, est-ce qu'on arrive à le reproduire de manière physique Expérimentale? Ouais. Alors, en général, oui, parce qu'on choisit on sait faire, ouais. Okay. Donc ça, typiquement, c'est de la physique par exemple, pour faire Hadamard. Vous allez envoyer, vous avez dû faire ça, je crois que vous avez dû faire les oscillations de Rabi, par exemple. On envoie un pulse, qui va donner un élément hors diagonale de couplage, et qu'on va pulser à la fréquence d'oscillation. Typiquement, si on fait sur un truc et qu'on fait la bonne durée, on va pouvoir faire un Hadamard. Donc ça, c'est la physique. Donc les gens essaient de trouver les meilleurs pulses qui donnent les grilles dont ils ont besoin, avec le plus de précision possible. La rotation selon Z, par exemple, c'est la plus simple. En général, il suffit juste d'attendre, parce que le truc il tourne tout seul. Oui. Alors, le problème, c'est que quand on attend, il faut bien chronométrer combien on a attendu. Et puis aussi, quand on fait rien, il continue à tourner. Ça, c'est même pas de la décohérence, c'est juste qu'il continue à tourner. Donc, ça veut dire qu'après, si je ne voulais pas qu'il tourne en plus, il faut que j'applique un pulse, donc j'attends le bon truc pour qu'il ait fait le bon nombre de tours avant de pouvoir appliquer celle d'après. Et pas un tour virgule quelque chose, parce que sinon, ça donne des problèmes de synchronisation hallucinants. En fait. Ça tourne tout le temps. Donc, une rotation de Z, on a juste à choisir le temps. Donc, oui, à 2 qubits, c'est un peu plus compliqué. 2 qubits, les gens se prennent vraiment la tête pour savoir comment l'implémenter et comment l'implémenter surtout de manière précise. Ok. Bon, on ne parlera pas de matrice unitaire, hein. Par exemple, à 8 qubits, ce serait impossible. À 8 à plusieurs qubits, plus que 2. Les gens ont essayé 3. Okay. Ils y arrivent, ça a été entre guillemets démontré, mais
les fidélités sont vraiment tellement pourries pour Ouais. ça n'a aucun intérêt, mais c'est théoriquement possible. Ok. Mais enfin, toujours pareil, en fait, quand tu dis 3, en fait, c'est pas vraiment 3, c'est 3 à la fin, et t'es toujours, à la fin, tes interactions physiques, elles sont toujours à 2. Oui. Il n'y a pas d'interaction à 3 corps, alors peut-être en physique nucléaire, mais chez les électrons, non. Mm. Donc, si c'est 2, ça veut dire que tu vas passer par des états intermédiaires et que tu t'arranges à la fin de retomber sur le truc que tu veux. Ok. Mais tu n'es pas obligé de le décomposer en contrôle note, machin, etc. Tu peux faire cette décomposition de manière analogique, si tu veux. Ça revient à ça. D'accord. J'ai une question. C'est l'ordinateur qui Vous avez parlé tout à l'heure des problèmes NP complets, etc. Ouais. Est-ce que il existe, enfin, est-ce que les théoriciens de l'informatique quantique ont réussi à trouver des algorithmes qui peuvent résoudre les problèmes, alors dits 3 SAT, ou enfin en fait qui résolveraient Alors, 3 SAT, effectivement, il y a NP complet. Alors, d'abord, les NP complets, c'est-à-dire si on en résout un, on les a tous résolus. Hein. Oui, oui. 3 SAT, il y a NP complet, donc a priori, non. L'algorithme Grover, qui est l'autre algorithme très connu de ordinateur quantique, est capable de passer de. Il permet de gagner, d'avoir un gain, en théorie, un gain qui permet de passer de n à racine de n. Donc, en théorie, l'ordinateur quantique pourrait permettre de gagner un peu. On est toujours exponentiel, mais avec un préfacteur un peu plus petit pour les problèmes NP complets. En pratique, par exemple, 3 SAT, en fait, il se résout en 4 tiers puissance n, donc il se résout plus vite que racine de n. 4 tiers, ça fait 1,3, et racine de n, c'est en fait racine de 2 puissance n, donc c'est en 1,4 à puissance n. Donc typiquement, les algorithmes classiques pour 3 SAT sont plus rapides que l'ordinateur quantique qu'on est incapable d'appliquer en plus. Hein. Ça, c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler. Grover, en fait, c'est vraiment mort. C'est encore pire que tous les trucs que je vous ai racontés aujourd'hui. Donc, jamais ça marchera. Hein, même avec un ordinateur fault tolérant, c'est juste impossible. Donc, la réponse courte est non. Pour les problèmes NP complets, on n'a rien pour aujourd'hui. Oui, Alors, il y a des gens qui essayent côté NISC, côté truc bruité, mais c'est des approches pour lesquelles on n'a absolument aucune raison théorique de penser que ça va aller plus vite. Peut-être que ça sera plus rapide, mais il n'y a pas de raison théorique de penser que ça le soit. Donc, les gens, ils prennent typiquement, par exemple, ce que fait D-Wave. Alors, c'est une grosse boîte américaine qui a levé une tonne d'argent aussi. Essentiellement, vous prenez un système de spin, par exemple. Vous avez des spins classiques, qui peuvent être 0 ou 1, des bits, mettons, mais classiques, et vous cherchez ils sont couplés entre eux, quand ils sont contents quand ils sont alignés, ou quand ils sont anti-alignés, vous arrivez à régler les couplages. Vous avez donc un modèle d'easing. Modèle d'easing, ça vous parle à tous? Voilà. Un modèle d'easing frustré, donc vous avez des couplages qui peuvent être éventuellement antiféro, par exemple, qui est complètement classique. Bon, il y a beaucoup de problèmes de combinatoire qui se ramènent à trouver le minimum, le fondamental d'un modèle d'easing classique. Donc, si vous arrivez à trouver le modèle. Donc, ce que font D-Wave, c'est ils ont plein de qubits, en fait, ils sont très très peu cohérents, c'est quasiment des bits classiques. Et puis, ils font une espèce de trempe, c'est quasiment comme s'ils faisaient du simulated annealing, donc une trempe en température, et ils espèrent qu'à la fin, ils vont trouver le bon résultat. Mais il n'y a pas vraiment d'accélération. On pourrait faire ça avec des aimants complètement classiques. Hein, d'ailleurs, peut-être qu'il va se finir par passer. Et on n'a vraiment aucune garantie théorique pour ce genre de truc. Donc les gens essayent, mais bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Ok. On va arrêter là, peut-être? Ouais. Non, on va arrêter, ok, on met ça en ligne ce soir. Ok? Allez, bonne soirée.